First of all, I would like to say thank you for all the organizers for the conference and for inviting me to be part of it. For my presentation, I would like to talk about what I have learned from a single 1960s social housing that so-called the white buildings. A part of my ongoing research that titled Genealogy of Basak. The genealogy of Basak mapped the transformations of Basak area in central Phnom Penh, Cambodia as a community-based participatory exercise. And a key objective is to discover a way to visualize the differences in urban form over time rather than the historical continuity, and characterize the urban rupture through various eras serve as a basics for the idea about the future of the city. The mapping exercise takes place within and is informed by the community of Donc pour ma présentation, je vais parler de ce que j'ai appris du logement, que ça s'appelle les buildings blanches, les white buildings. Ça marque la transformation du quartier Basak au centre du Cambodge. Un objectif clé est de trouver une façon de visualiser les différences à travers le temps, plutôt que dans la communauté historique, et puis les ruptures à travers les époques différentes, pour l'idée de l'avenir de la ville. Et c'est un exercice qui prend lieu et qui est informé par la communauté. Le White Building est le dernier fragment du complexe du Pantandune. À l'intérieur du carré, du rectangle rouge, c'est l'ancien bâtiment. Le complexe sur la rivière était construit sur 24 hectares. À côté de la rivière, au centre de Phnom Penh, pour accueillir le nouveau centre cosmopolite de Phnom Penh. Avant d'aller en profondeur dans le White Building, j'aimerais faire une introduction de ce que c'est le modernisme au Cambodge entre 1955 et 1970. Ce qu'on appelle le New Khmer architecture, nouvelle Khmer. Le mot Khmer se rapporte à l'ancien empire de Cambodge. Donc c'est un peu la même chose que Cambodge. En 1953, le Cambodge est devenu indépendant de la France. Après, Sihanouk a quitté la couronne et a formé son propre parti politique qui a gagné les élections nationales cette année-là. Et Sihanouk est devenu le premier ministre de Cambodge. C'était une sorte de réponse. Il y avait une période de paix avec le développement social du pays et avec la renaissance de l'art et de l'architecture. Et c'était le Sankom, on appelait ça. La reconstruction à travers le pays était entreprise par des experts nationaux sur la planification urbaine et par des ingénieurs. Le Cambodge a plusieurs milliers de bâtiments du secteur public et privé qui a été construit entre 1955 et 1970, influencé par l'architecture du Nouveau Khmer. Cette architecture était un moment une combinaison de l'architecture traditionnelle et l'architecture européenne. C'est ce qu'on appelle une architecture nouvelle vernaculaire. C'est un peu comparable.
C'est le style international. C'était mené par des architectes cambodgiens bien connus, qui a fait des études d'architecture à l'école à Paris à partir entre 47 et 56. Après son retour à Cambodge en 1956, il a eu une position à plein temps dans le gouvernement cambodgien, y compris l'établissement de la nouvelle universitaire des Beaux-Arts à Phnom Penh en 1965. À partir de là, je voudrais commencer ma présentation sur le bâtiment blanc, le White Building, d'un point de vue historique. Le bâtiment blanc a été conçu par l'architecte cambodgien et l'ingénieur russe Vladimir Blondetsky et a été conçu en 1963. Il consistait d'abord en 468 appartements avec deux salles ou une salle ou deux salles. Des appartements avec une chambre et des appartements avec deux chambres. Et c'était la première tentative d'offrir un mode de vie urbaine en appartement en Cambodge. Ça s'adressait aux officiels et aux enseignants. Le bâtiment fait à peu près 300 mètres de longueur avec 6 blocs et chaque bloc est lié par une cage d'escalier ouvert. Il y avait une évacuation forcée pendant le régime Khmer Rouge. Mais après le retour, c'est devenu une communauté d'artistes. Ensuite, il y avait une communauté irrégulière avec des travailleurs dans les industries du sexe, des artistes, c'était irrégulier, informel. Cependant, le bâtiment blanc est une des plus grandes communautés de la ville, avec le travail dans la culture, dans la danse, des artistes. Architecture comme une idéologie politique. Après, Sihanouk est devenu Premier ministre. Il a commencé à construire ses visions d'un nouveau pays avec une nouvelle architecture à travers le pays. L'architecture du Nouvel Khmer a été photographiée par Sihanouk pour fêter la modernisation du pays entre 1953 et 1970. Ici, vous pouvez voir un des multiples bâtiments qui était dirigé par Sihanouk, ouvert par Sihanouk en 1969. On peut voir le paysage de Phnom Penh et la nouvelle architecture. Et dans la description, vous pouvez voir les têtes de nos rois. On a vu la période glorieuse des années 60 et c'est quand même fêté à des occasions importantes, par exemple pour l'indépendance du Cambodge à travers la TV nationale. Il y avait des visites d'étrangers, c'était une occasion pour faire la vitrine de la nouvelle architecture du nouveau pays. Les visiteurs longeaient souvent le grand boulevard où il y avait de l'architecture moderne, y compris le White Building. Ici, c'est la veuve de feu le général de Gaulle. Et ce que vous pouvez voir à gauche, c'est le bâtiment gris. Et à droite, vous pouvez voir le bâtiment blanc en arrière-fond. Le bâtiment blanc a été conçu dans le style de l'architecture Nouvelle Khmer. C'était un âge d'or de l'optimisme. C'est une vision du nouveau Cambodge comme un lieu de l'avenir avec
une architecture en combinaison entre l'architecture européenne et celle du Cambodge. Je vais parler actuellement de l'identité et du genre. Il y a 2 points que je veux signaler. Un, c'est que l'aspect du design du bâtiment blanc et la perception de l'échelle dans l'architecture. La conception originelle commence au rez-de-chaussée avec un aspect fondamental des bâtiments, des maisons en Cambodge, parce que pour des raisons d'inondation, ici pour loger les animaux domestiques ou les animaux agricoles. Et ici, chaque bloc dans le bâtiment blanc est d'une taille similaire d'un petit village dans les parties rurales de Cambodge. Et de même, dans les régions rurales, dans les zones rurales, vous pouvez voir en haut, il y a 2 ou 3 villages ruraux au Cambodge. Il y a un monastère entre les 3 qui sert comme le monastère principal, comme un lieu de sociabilité et de réunion, si les villageois ont besoin de place. Et ça ressemble aussi un peu à l'escalier ouvert entre les bâtiments dans le White Building. Donc c'est un lieu de réunion, de rassemblement et pour la circulation des informations. Ça se fait sur les escaliers ouverts. Pour la distribution d'appartements, ça ressemble aux maisons Khmer. Il y a 2 espaces principaux, dont l'un comprend le salon et la salle à manger, chambre à coucher. C'est une façon d'éviter que la fumée de la cuisine rentre dans l'espace de vie. Le genre, c'est un enjeu très important au Cambodge et qui apparaît dans beaucoup d'aspects de culture de société, dans la pratique, dans la littérature et dans la culture. Le rez-de-chaussée, c'est le lieu du chef de la famille. C'est la figure dominante dans la vie traditionnelle. Il est responsable pour nourrir la famille. Dans le jour, il travaille sur le rez-de-chaussée ouvert, à nourrir les bêtes. La nuit, il éduque les enfants dans le salon, qui sert également à dormir. Et c'est également sur le rez-de-chaussée, comme le rez-de-chaussée peut être visualisé comme le lieu de l'homme. Par contre, le varanda à l'étage, c'est vu comme le lieu de la femme. C'est l'endroit où on soigne les enfants, on élève les enfants, on fait la cuisine, etc. Dans le cas du bâtiment blanc, l'espace secondaire que vous pouvez voir derrière ici, c'est un espace ouvert, comme vous pouvez voir là. Et l'escalier ouvert ici, donc ça ressemble au varanda d'une maison cambodgienne qui donne une vue sur la rivière ou sur la ville. Donc la rivière, c'est l'intersection des 4 rivières, Lesa River, Bassa River et le Mekong bas et haut, au centre de de Phnom Penh. Et l'escalier ouvert et le varanda sont les seuls espaces où les gens peuvent jouir de la vue de l'eau et de la ville et interagir en même temps avec leurs voisins et leur famille. Donc voici, c'est la rivière Pho Phas et vous pouvez voir le bâtiment blanc en face de la rivière et de l'autre côté qui donne sur la ville entière.
Par contraste, l'espace principal du bâtiment blanc, vous pouvez voir le salon, a été conçu pour limiter la vue et l'interaction avec la communauté et la lumière. Donc, c'est le lieu de la femme. C'est pour la femme, en fait, c'est le lieu où les hommes ne devraient pas pénétrer. Pour mieux comprendre la question, l'enjeu du genre pour le bâtiment blanc, il est utile de comparer ce bâtiment au bâtiment gris. Et voici le bâtiment gris. Le bâtiment gris était conçu par Won Mollye Won et a été achevé en 1963 pour les Jeux de l'Asie du Sud-Est, comme des appartements pour les athlètes internationaux. Le bâtiment gris est une fois et demie plus grand que le bâtiment blanc. Donc, c'est encore une fois cette histoire d'échelle. Le petit corps, c'est pour la femme, le grand corps pour l'homme. On peut voir aussi la même chose dans les temples Khmer. Quand vous allez au Cambodge, vous voulez voir Siem Reap. Ces deux images, en haut, c'est Angkor Wat, le temple en bas, c'est Bantesrai Temple, le temple de Bantesrai. Angkor Wat, c'était censé être la tombe du roi, du mâle, et en bas, c'est la femelle. Donc, c'est une temple qui est plus petite qu'Angkor Wat. Un prochain point dont je veux parler, c'est l'informalité comme une réponse aux changements politiques et sociaux. Le rêve utopique des années 60 était détruit par la guerre civile. À la fin des années 60, la politique interne tournait contre Sihanouk et ensuite il y avait la guerre de Vietnam entre 70 et 73. Il y avait des bombardements américains sur tout le pays qui a eu le résultat que la population rurale est rentrée à Phnom Penh. En 1973, le Khmer Rouge est rentré dans Phnom Penh et l'a évacué. Le but, c'est de détruire le tissu urbain. En conséquence, tout ce front de rivière, vous pouvez voir le bâtiment blanc, donc tout ce quartier était une ville informelle, toute cette partie. Après la fin du Khmer Rouge, en 1979, les gens sont rentrés à Phnom Penh de partout dans le pays. Il y avait un manque de planification dans la ville. Il n'y avait pas d'abri pour les gens qui voulaient vivre dans la ville. Il y a beaucoup de squatteurs qui ont construit leurs maisons sur les terrains publics et sur les lacs, y compris dans et autour du bâtiment blanc. Il y avait des squatteurs. Ces gens-là comprenaient des conducteurs, chauffeurs de taxi, des artistes, des policiers, etc. Cette communauté qui était une des plus grandes bidonvilles, il y avait 40 hectares situés derrière le bâtiment blanc. Ce quartier a été vendu à une société privée et il y a des restaurants de prestige. Après la guerre, pour donner de l'abri aux artistes et pour fournir des ressources humaines pour le bâtiment. Le bâtiment blanc est devenu une résidence d'artistes sous le ministre de la Culture à l'époque. Et 2 blocs qui étaient remplis de directeurs de films et d'artistes. Et les autres 4 blocs sont restés vides jusqu'à la fin des années 80. La structure informelle est devenue un des éléments les plus signifiants des bâtiments blancs. On peut pas seulement voir comment le bâtiment a évolué à travers les différentes époques,
mais comment la réponse au changement politique a été une adaptation de la vie urbaine. Bâtiments intelligents, communauté intelligente comme une alternative. Comme une partie de la ville de Phnom Penh, pour fournir les besoins des gens, ils ont ouvert les rez-de-chaussée pour ouvrir des petits commerces et aussi des patios. Donc la plupart des appartements ont plusieurs espaces pour dormir, pour faire la cuisine, pour stockage. Donc il y a beaucoup de cloisons qui ont été introduites dans les appartements. La conception du bâtiment blanc est qu'il y avait beaucoup d'espaces ouverts qu'on pouvait étendre horizontalement et verticalement pour accommoder plus de gens. Pour enrichir la communauté, les résidents du bâtiment blanc ont construit à leur propre façon. Et ça revient à la question d'architecture sans architecte. Avec la typologie des espaces, il y a deux genres, deux types. Il y a trois types, en fait. Avec les simples balcons ou deux balcons, on peut diviser en des T5 ou T3. Le bâtiment a évolué en une sorte de cité avec beaucoup de restaurants, des cafés, des épiceries, des salons de jeux. C'est devenu pas seulement des espaces pour les loisirs et pour le jeu, mais un endroit pour se rassembler, pour échanger des informations. Ça peut être des informations personnelles. C'est un lieu de sociabilité. Un exemple entre beaucoup. Tous les dimanches, il y a un film qui est montré pour les enfants qui habitent ce bâtiment. Et ces films ont lieu dans les cafés au rez-de-chaussée à 5h15 après la fermeture du café. La variété de couleurs du toit et des patios et les plantations, la végétation. La couleur grise des extensions a donné une impression négative, perception négative du bâtiment dans la ville. Malheureusement, c'est cette couleur qui représente la classe ouvrière. Mais en fait, ça a rendu ce bâtiment un authentique visage de la ville de Phnom Penh. Je vais parler maintenant un peu du bâtiment en tant qu'un lieu d'artistes et de l'art. Après la guerre civile, l'État s'est servi de ce bâtiment pour enseigner des compétences artistiques. Il y a des maîtres artistes qui passaient leurs connaissances à la nouvelle génération de la communauté artistique. Et ça encourage les gens à venir au bâtiment blanc. C'est une ressource importante pour la nouvelle génération d'artistes et d'activités artistiques et important pour la société cambodgienne en son intégralité. Donc les gens ont investi le bâtiment pour organiser les événements artistiques et culturels. Et donc le but était d'introduire la communauté du bâtiment blanc au public à travers des expériences interactives. Et les résidents du bâtiment blanc ont été invités à participer à cet art et ces événements artistiques et même dans les bâtiments. La communauté du bâtiment blanc a eu l'occasion de avoir un dialogue, une conversation sur les enjeux et les défis de cet endroit.
en tant qu'un facilitateur pour promouvoir la communication entre les gens. À travers ce dialogue et cette communication, l'avenir de la ville peut être évalué. On peut poursuivre la transformation urbaine à travers l'art et les projets culturels. L'expérimentation artistique peut être un moyen d'élargir le rôle de la pratique de la conception urbaine. Le bâtiment bleu est un endroit où l'art peut être montré et où les artistes peuvent apprendre et où on peut réimaginer l'avenir de la vie culturelle. Dans ma recherche, j'ai fait une vidéo de 25 minutes pour montrer le rapport entre les gens qui vivent dans le bâtiment blanc, pour montrer la capacité de développer des rapports personnels. Jane Garner's book, Cinematic Architectural Drawing Today, know the importance of cinematic in architecture and urban designs. On note dans un livre l'importance de la cinématique dans la conception urbaine et artistique. La cinématique inclut toutes sortes de disciplines, la philosophie, l'artisme, l'art, le travail artistique. Et on essaie de montrer le mouvement et le rapport des corps dans le temps et dans l'espace, et comment ils fonctionnent dans le tissu actuel de la ville. Le champ inclut les distances moyennes et longues et essaie de visualiser le rapport entre les mouvements spatiaux et les corps. Donc, à cause du temps, le film que je vais vous montrer ne dure que 3 minutes et demie, réduit de 25 minutes. Merci. Okay, let's go. เ
Thank you very much. Donc bonjour à tous. On va commencer par rentrer en Europe dans cette journée très géographiquement disparate, enfin ces 2 journées. Et pour vous donner une idée, on va tout de suite alors, je précise une chose, on parle un peu sous contrôle de nos compatriotes italiens qui sont dans la salle et qui sont beaucoup, sur peut-être un des bâtiments les plus connus de l'histoire de l'urbanisme moderne en Italie, et sur lequel on est, on vous le racontera, mais on est au début, ça c'est la toute première restitution d'une recherche qu'on espère pouvoir se prolonger. Et puis, pour commencer, vous pouvez peut-être multiplier par 3 le White Building et le faire monter de 3 étages. Donc, c'est 3 fois la longueur et 3 fois l'auteur de l'immeuble que vous avez vu. Et voici Corviale. Donc, vas-y. Le Grand Serpent, l'immeuble Kilomètre, la prison. Le Grand Mauvais Palais, c'est Palazzaccio. On n'a pas trouvé de meilleure traduction. L'immeuble Cité. Les noms donc se multiplient dans une surenchère de métaphores qui retentissent tel un hymne à l'erreur. Ainsi se présente Corviale, qui est très difficile à photographier en entier et très difficile à explorer en entier avant même que l'on l'approche. Encore un de ces topoi, de trop-plein, qui nous habitent sans y avoir jamais mis les pieds. Corviale, ou plus exactement Nouveau Corviale, est une sorte d'évidence dans la démesure est à explorer. 75 000 mètres cubes de béton, 958 mètres de long, 200 mètres de large et 30 de hauteur, sur une zone constructible d'environ 60 hectares, dans ce qui est l'une des plus grandes barres rectangulaires du monde, s'organise sur 9 étages, 1202 appartements pensés pour faire vivre ensemble environ 8500 voisins. Alors c'est vrai que si on compare avec tous les bars et tous les systèmes de grands ensembles qu'on a vus ces 2 jours, ça ne fait pas grand-chose finalement en termes de nombre d'habitants et de nombre de logements. Je pense à la Pologne tout à l'heure. Voilà. Mais bon, là on est en Italie et on est effectivement sur un seul bâtiment, ou ce qui est considéré un seul bâtiment. Sachant que la notoriété de ce cas est due à justement cette longueur en continuité, mais finalement le système est bien plus large. Donc il ne s'agit pas d'un seul bâtiment, mais d'un système. Encore une précisation, notre rencontre avec Corviale a été le fruit d'un hasard, ou mieux faudrait-il d'une coïncidence. Après nos tours et détours par les 4000 logements de la Courneuve, les projects de Harlem ou du Bronx, les micro-rayons de Lambator, les méandres des immeubles HLM et SICAP de Dakar, les façades de jaunâtre et les ruelles encombrées que vous avez pu voir des KTT vietnamiens, et les bas d'immeubles tropicalisés de Yangon, nous voilà au pied de cette barre longue 1 kilomètre dans la banalité signifiante de la périphérie rurale de notre pays natal. L'invitation au terrain ne nous venait pas cette fois-ci, alors ça c'est une remarque importante, de notre curiosité personnelle, ni d'un programme de recherche dont Corviale aurait été l'un des cas d'études retenus. Il s'agit en effet d'un terrain déjà battu par maintes de chercheurs, urbanistes, architectes, donc on aurait eu du mal à le choisir nous-mêmes comme cas d'étude, même si les gens qui connaissent mon autre recherche diront en fait c'est toujours un peu la même chose parce que tu tombes toujours sur des lieux ou des quartiers très très étudiés. Voilà effectivement la confirmation, il s'agit bien de ça,
d'un bâtiment qui a été étudié, exploré et qui est devenu une forme de laboratoire, alors là, surtout de jeunes architectes et urbanistes. Cette fois-ci, l'invitation venait du côté de la pratique. Un concours international promu par le ATER, Agence territoriale pour les logements sociaux de la municipalité de Rome, et financé par la Regione Lazio, donc Rigenerare Corviale, un appel à projet pour repenser ce monstre, c'est comme ça qu'on présentait les choses, pour lui donner une nouvelle vie, pour le réhabiliter au sens propre et figuré du terme, une fois écarté définitivement l'option de sa destruction, qui a été longtemps discutée. Cela nous est apparu une occasion à ne pas manquer. Alors, il s'agissait bien évidemment d'une équipe dont certains des chercheurs présents faisaient partie, Olivier Boucheron et puis Camille Rouault qui a présenté hier. Donc, cela nous a paru une occasion à ne pas manquer pour se mesurer à Corviale, à ses espaces, à ses habitants, à ses métaphores. Notre propre ambition était peut-être celle d'aller voir de près ce qu'il en était aujourd'hui et d'essayer de faire enfin atterrir peut-être ce vaisseau spatial en mettant en pratique ce qu'on avait l'impression d'avoir appris dans les recherches dans d'autres lieux si lointains et si proches à la fois. Nous allons donc essayer de vous transmettre à la fois la grande banalité et la grande exceptionnalité de ce lieu. Nous allons surtout voir en quoi Corviale peut nous aider à rajouter une pierre à cette ethnographie globale de l'entre-deux-bars, des ensembles de logements collectifs, lieu de l'invention habitante, objet de ces journées. Alors, où sommes-nous? Au sud de Rome, le nouveau Corviale est situé sur la zone préexistante appelée Casetta Mattei, cette zone à la frontière de la campagne romaine, non loin de la Via Portuense, et autrefois occupée par des vergers et des pâturages, est située sur le territoire de la municipalité 15 Arvalia Portuense, vers l'aéroport de Fiumicino, et à 2 km du Gras, l'équivalent romain d'un boulevard périphérique parisien. Anciennement, la zone correspondait à l'actuelle Casetta Mattei, était de propriété du Vatican. Le terrain sera acquis par la famille noble Mattei en 1527, puis il reste dans la famille, et puis en 1802, le pape Pieux VII lance une campagne d'incitation à la colonisation agricole de la région. La famille Mattei, toujours propriétaire des terrains, répond par l'envoi d'une colonie d'agriculteurs fixe, mais le projet échoue en raison d'une épidémie de paludisme. Au début du XXe siècle, cette zone sera divisée en différents propriétaires et sur le terrain naissent les premiers établissements spontanés. La zone de Casetta Mattei sera reconnue comme un quartier officiel seulement au début des années 60. À la suite du plan de logement d'urgence Gescal, 1969, la région Poggio Verde, colline verte, sera choisie pour accueillir le projet Nouveau Corviale. Alors, de quoi s'agit-il, ce projet? Nuovo Corviale, c'est toi. C'est moi, ok. Non, je ne me rappelle plus. C'est bon, oui. Ah non, c'est toujours moi. Nuovo Corviale a été conçu en 1972 par une équipe d'architectes dirigée par Mario Fiorentino, avec la volonté de se détacher, alors ça c'est très important, des principes du développement urbain de Rome et de sa périphérie, en proposant un modèle différent des villes dortoirs qui fleurissaient à l'époque en périphérie de la capitale, et des constructions illégales, les borgate. Il y avait des borgate officielles, mais aussi des borgate autoconstruites, les borgate officielles étant celles construites à la période fasciste, qui caractérisaient ce même paysage. L'inspiration est clairement celle des mégastructures résidentielles imaginées quelques décennies auparavant par Le Corbusier. Alors là, je cite Mario Fiorentino dans le dossier qui accompagnait le projet. Ce projet participe à la recherche d'une nouvelle dimension de l'habitat, en alternative radicale à la dispersion de la périphérie, rôle subordonné au niveau d'usage et d'image que la périphérie couvre par rapport au centre, et à la séparation entre résidence et service, aussi bien qu'à la dévalorisation sociale qui la caractérise. Donc là, on voit qu'il y a un discours qui est imbibé d'une certaine idéologie sur la périphérie qui doit
une sorte de compétition entre périphérie et centre qui se projette, s'imagine de pouvoir équilibrer. Nouveau Corviale a été construit grâce au premier plan de construction d'habitat économique et populaire de la ville de Rome, 62. Les organismes publics concernés ont été, depuis les premières années de mise en œuvre, l'Institut autonome pour les logements sociaux, la ville de Rome et la municipalité locale. L'État n'interviendra qu'après, dans la seconde moitié des années 90, pour cofinancer des programmes spécifiques, dont on parlera tout à l'heure. Sur une superficie constructible totale d'environ 60 hectares, ce que je disais tout à l'heure, Fiorentino imagine un système de plusieurs bâtiments, souvent appelés corps, donc nous on va les appeler comme ça, pour vous expliquer ce projet qui... on a décidé de vous l'expliquer parce que, voilà, vous allez voir, il est pas... Enfin, ça n'a pas été simple de reconstituer ce qui était à la base dans la tête de Fiorentino et puis de pouvoir le décrire. On vous donne des repères pour ensuite pouvoir... vous aider à comprendre quelles ont été les modifications faites par les habitants et quel sens on a essayé de leur donner, quelle interprétation on peut... Donc, Fiorentino imagine un système de plusieurs bâtiments, souvent appelés corps, dans le plan d'origine. Donc, le corps 1, un grand bâtiment, que vous voyez au premier plan, 960 mètres de long, 37 mètres de haut, 23,60 mètres de profondeur, se composant de 6 éléments de taille variable, interconnectés par des nœuds qui correspondent au système d'entrée et du coup de desserte verticale. Le corps 2, qui lui est vraiment au premier plan de l'image que vous voyez, parallèle et interconnecté par 5 points au corps 1, est constitué lui aussi de 6 immeubles plus bas du corps 1 d'environ 11 mètres. Là aussi, la fonction locative, composée d'appartements plus petits, était prédominante. Et elle s'intercale à celle dédiée à des services d'utilité publique en correspondance avec les entrées et les dessertes verticales du corps 1. Donc Fiorentino imagine 3 blocs de services de base composés, ça je le cite, d'une crèche, une école maternelle, des services de commerce de proximité, plus un lieu d'activité culturelle, un amphithéâtre en plein air. Donc ce que certains architectes diraient pour l'instant déjà un projet très généreux. Corps 3, 45 degrés, c'est ce que vous voyez par là. Alors, si on précise, en fait, l'orientation est totalement opposée, mais c'est une photo d'époque de la maquette, donc on ne pouvait pas l'inverser, sinon on se... Les nord, c'est par là, en fait. Voilà. Constitué d'une hauteur variable selon l'orographie et interrompu en 3 points par le passage de la chaussée. Au sein de ce bâtiment, il prévoit une rue piétonne avec des magasins. Au centre de ce système, Corviale Centro, composé d'un ensemble de bâtiments distincts, devait avoir la fonction de cœur social et culturel de l'ensemble, destiné donc à des bureaux de la municipalité, à la centrale thermique, au marché couvert et à des espaces pour les commerces et des services de santé. Donc, bien évidemment, la structure la plus imposante et particulière est certainement celle du corps 1, composée, et celle qui fera l'objet de plusieurs... c'est un peu l'espace, l'iconique de l'ensemble, composé de 10 étages hors sol, dont 8 sont dédiés au logement, un étage appelé piano libero, c'est-à-dire étage libre, situé selon les tranches au 4e, 3e ou 5e niveau. Ça, est imaginé comme le lieu de développement d'une rue intérieure, par l'ouverture prévue de magasins, bureaux d'activités artisanales, centres médicaux et tout genre de services de proximité d'intérêt public. Donc l'idée, c'est que ça devienne une rue. Au sous-sol, un grand garage garantit un espace de stationnement pour chaque appartement. La typologie des logements, et ça aussi c'est assez important, va des T4, donc 65 mètres carrés en nombre de 66, de T4, T5, T6 et T7. Donc on est entre 65 mètres carrés l'espace le plus petit et 115 le plus grand. Bon. Toujours pour citer Fiorentino, le corps doit être considéré comme un morceau de vie linéaire, non pas comme une simple maison. Il nous a donc semblé opportun de penser les entrées comme des véritables places.
Ce sont 5 points clés. Il est intéressant de remarquer que ce choix de type figuratif, j'étais indécise sur comment traduire ça, formel, coïncide avec l'organisation de la gestion en 5 immeubles d'habitation. Ces entrées sont donc 5 places d'entrée dans une ville, dans cette ville. En effet, concernant le corps 1, Fiorentino précise, le complexe de logement est divisé en 5 unités de gestion, avec leur propre place d'entrée, de tri et de contrôle, une sorte de conciergerie, et d'un lieu pour les rencontres et les réunions des habitants de l'immeuble, les activités sociales en général, et en particulier les activités parascolaires. Donc il imagine des espaces de sociabilité pour chaque bloc, qui sont à la fois cette espèce de placette d'entrée, mais à la fois aux étages des salles condominiales, donc des espaces qui sont pour cette vie collective qui doit se produire et générer cette ville, ville linéaire. Alors, dans cet esprit de rappel à la vie urbaine dans l'immeuble, l'équipe de Fiorentino va jusqu'à imaginer le système signalétique et toponymique de Corviale. Il a été jugé important de recréer artificiellement, c'est-à-dire par un processus de conception planifiée, un certain nombre de références à des signaux visuels dont est si riche la ville historique. Une fois dans cette ville linéaire, il est clair que l'approche au système de distribution de piétons ne peut pas être banale et linéaire, banale et confiée à la simple disponibilité d'espace. Nous avons donc mis en place un système visuel pour l'usage qui joue à différents niveaux via une signalétique qui passe de l'échelle de l'architectural à l'échelle du logement en particulier. Tous ces éléments programmatiques et leur traduction en choix d'organisation spatiale décrivent une sorte de mélange entre un langage formel de l'espace public et une grand-mère de l'immeuble d'habitation, du condominium comme on l'appelle en Italie. Fiorentino, de fait, semble vouloir élargir le système de gestion condominiale à celui de la ville toute entière qu'il est en train de planifier. Son projet spatial incarne bien évidemment un projet social imbibé d'une certaine idéologie destiné à échouer avant que le chantier même soit terminé et que tous les logements soient assignés à des locataires. Il s'agit d'un logement social. Du projet à sa réalisation, on se trouve en effet dans un entre-deux politique et social. L'Italie sortait des années 60 avec un héritage fort de manifestations, idéologie politique, et qui sera totalement écrasé par le début des années de plomb et qui étouffera les mouvements des revendications politiques qui ont lieu dans les années 70. Donc Corviale, tout en étant le plus grand parallélépède d'habitation jamais construit, n'était pas un cas isolé à l'époque. On l'a vu avec les autres présentations des cas italiens logements sociaux, où on cherchait un nouveau modèle de développement urbain en alternative au centre historique et à la périphérie au développement spontané. Ce modèle, devenu opérationnel donc en Italie grâce à l'approbation du plan pour les logements résidentiels publics, a aussi donné vie à des quartiers comme Scampia, le Biscione de Gênes et d'autres grands systèmes de logements sociaux en Italie. Donc, quelle était finalement la situation contemporaine à cette construction ? En fait, il s'agissait d'un paysage fait d'articulation entre ville publique et ville spontanée. Pour aller vite et pour synthétiser ce passage qui pour nous est très important, on vous renvoie à toute la cinématographie que portrait en fait, via les films de Pasolini, qui portrait la quantité la part d'autoconstruction qui était typique de la ville de Rome et de la ville, des villes italiennes à l'époque. Donc c'était justement des borghi autoconstruits, de baraques, et qui composaient un grand pourcentage de la ville de Rome, et qui ont aussi donc donné et qui en parallèle, pour faire face à ce problème de l'habitat informel et de l'urgence des logements, avaient aussi déclenché toutes les opérations de logements sociaux, mais qui finalement ont donné aussi lieu à des occupations, comme on l'en verra tout de suite,
et surtout dans les années 70, des grands mouvements de revendication qui ont été portés par beaucoup de photographes, comme Tano D'Amico, qui est l'auteur de cette photo. Donc finalement, ce qui est typique de l'Italie peut-être, enfin, si on retient les 3 exemples qu'on a eus ces jours-ci, c'est qu'il y a un mélange extrêmement fort entre la production de ce qu'on appelle en Italie la ville publique, donc les logements sociaux, et puis le mouvement, enfin cette tendance à la autoconstruction, occupation, revendication d'un logement, et que ces 2 phénomènes en Italie s'imbriquent constamment. Et finalement, faut peut-être ne pas l'oublier, qu'on est dans un système où l'État, finalement, suit ce mouvement. Il l'anticipe pas, mais il le suit. C'est-à-dire que la part de abusivisme, donc de construction abusive en Italie, est tout de suite rattrapée par l'État, enfin tout de suite, par moment, par phase, rattrapée par l'État, avec ce qu'on appelle le condono, donc une sorte de légalisation de l'autoconstruction et de la construction illégale. Pareil pour l'occupation. L'occupation des bâtiments en Italie est très fréquente et l'État suit avec des vagues de ce qu'on appelle la sanatoria, donc le fait de légaliser une partie de appropriation illicite et illégale d'espace. Ce qui nous a amené à vouloir vous restituer finalement la construction de ce bâtiment, enfin l'histoire de la construction de ce bâtiment, en parallèle à l'histoire de son peuplement, pour ensuite vous restituer la part d'activité, d'autoproduction de ce bâtiment par les habitants eux-mêmes. Voilà. Du coup, on arrive à la construction, au début de la construction du Corviale, donc on est dans les 1975. Les travaux de construction commencent. Le chantier est confié à 4 entreprises différentes. Ça, c'est important parce qu'on va voir que ça va créer des problèmes. On arrive en 1982, la faillite de certaines de ces entreprises, en fait, il impose un temps d'arrêt au chantier. Mais vu la crise du logement, de laquelle Marianita vous a introduit un peu le mécanisme, et les luttes politiques sur les droits au logement, la Terre il commence à procéder à l'attribution des 500 logements, donc quand les bâtiments n'étaient pas encore finis. Et la lenteur des procédures administratives associées au retard du chantier donc pousse 700 familles à occuper des appartements non terminés. Et c'est aussi l'effet en fait, de la loi Ecocanone de 1978. Voilà. Du coup, on est en 1983. Il y a l'expulsion de 700 familles qui étaient inscrites sur les listes d'attribution. Donc, c'était des familles pour lesquelles étaient déjà attribuées, qui avaient droit à habiter dans les Corviales. Du coup, l'expulsion de cette famille est à cause de l'impossibilité de trouver une solution locative alternative, et tout en réclamant leur droit à obtenir un logement. Du coup, ils décident de camper en partie en face de la barre, la barre qu'on a vue, en chantier. Du coup, ils vont rester plus ou moins 1 an et ils vont constituer un sort de petits bourgs autoconstruits qui se consolident petit à petit en même temps que les travaux des Corviales y reprennent. Donc on arrive en 1984. Du coup, le chantier est déclaré clos. Mais il faudra attendre, et ça montre toujours la lenteur des procédures d'attribution, il faudra attendre jusqu'en 1988 pour que les processus d'attribution arrivent à sa fin. Du coup, mais ça ne veut pas dire que les projets étaient finis. En fait, les masterplans, les projets de Fiorentino, ils prévoyaient aussi des services qui n'étaient pas forcément faits. Donc, on est dans il y a certains qui n'ont été pas du tout construits, et certains autres qui ont été construits mais laissés vides. Mais ça, on va les voir après. Du coup, pour faire face à ça, plusieurs initiatives individuelles et collectives, donc des associations, des habitants, ont été mises en place au cours des années pour en fait supplir à cette manque des fonctions, des services, et en fait aussi pour utiliser un peu les espaces qui n'étaient pas utilisés, pas occupés. Du coup, oui, on arrive en 1990 et on voit en fait une série d'ouvertures
qui ont été faits par les habitants, donc qui ont été organisés, comme je vous disais, en association où simplement c'était des prix de pouvoir un peu individuels. Du coup, il y aura l'ouverture d'un polyclinique autogéré, d'une salle de boxe autogérée, et après il y a une trattoria Bombardieri, donc oui, on la voit, je la montre comme ça, voilà. Donc c'est un peu, ça reste dedans, dans les périmètres du projet. Et à l'arrière du Corpo 2, donc du corps 2, vu qu'en fait le projet est situé sur un sorte de vallonné en partie, oui, en colline. Du coup, toute la partie était occupée par des potagers autogérés. On arrive 1995. C'est une année assez intense. Du coup, il y a l'occupation de la part de 200 familles étrangères qui vont occuper et après ils vont être expulsés pendant l'année. Et en même temps, en fait, il y a l'ouverture et la création d'un centre du troisième âge toujours autogéré par les habitants. Et il commence aussi, il se rend compte qu'il faut peut-être terminer le projet, donc il commence à finir une des parties de la spina centrale, donc on va dire de la partie centrale du projet, qui était les centres polyvalents. Donc les chantiers, ils commencent, donc ils essaient de terminer les master plans. Et en même temps, chose très importante, les habitants, ils commencent à occuper, on les voit dans la petite section, bon, attends, tu peux revenir? Bon, bref. Oui, ça, donc ça c'est une section type, on va dire, c'est tous pareil en fait, du bâtiment. Et du coup, pourquoi cette occupation? En fait, comme déjà dit, Marianita, l'architecte, avait prévu, en s'inspirant du modèle de Corbusier peut-être, un sort d'étage libre. Donc, à la moitié de la barre, donc, certaines fois au 4e étage, certains autres au 3e, au 5e, c'est assez compliqué, ça change par rapport aux connexions. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Du coup, il avait prévu un étage dédié au commerce. À cause d'un problème de gestion et de mise en place de ces commerces, et l'étage est resté vide jusqu'à 1995. Et du coup, les habitants, surtout qu'ils ont grandi, donc des familles, des habitants, qui ont commencé à avoir des enfants, donc, et ils ont décidé de l'occuper pour loger leurs enfants. Ok. Voilà. On arrive à ce qu'on peut définir la situation actuelle. Donc, comme on vous a déjà dit, on a fait un terrain dans les 2015, et du coup, ça c'est la situation actuelle. Les occupations, elles continuent, en particulier dans la partie centrale, donc Corviale Centro, il y a l'occupation de ce que c'était, ce que c'est en fait maintenant les PH, donc c'est un sort de centre culturel. H parce qu'il y a la tranche H. Et en même temps, on va dire la pointe de la flèche qui était déjà prévue un peu dans les projets de Fiorentino est construit, donc c'est un sort de grande surface, un supermarché, Casetta Mattei. Et en même temps, il y a aussi un centre, un polysportif qui vient occuper un bâtiment. Voilà. Donc en fait, en résumé, il y a d'un côté des projets officiels qui continuent, d'un autre les occupations et les activations faites par les habitants qui continuent. Et puis on a, ce qui caractérise un peu cette époque, un débat sur sa destruction qui commence, et puis 3 projets donc, qui ne sont jamais réalisés. D'un côté, en 2005, 2 projets de réhabilitation, un qui concerne le 4e étage, donc, qui a été transformé d'étages libres en habitation, donc, où habitent 125 familles qui ont totalement redéfini cet espace pour le rendre habitatif. Et puis le fameux Rigenerare Colviale, le projet dont on vous parlait tout à l'heure. Donc du coup ici vous avez toute une série d'images qui vous retrace finalement le type de transformation qui a été faite par les habitants. Ça, c'est le 4e étage qui était prévu libre et qui, du coup, a été bouché par les habitants même.
Ici, vous avez la section type de façade. la façade pardon, de la salle condominiale qui était prévue par Fiorentine et qui a été elle aussi occupée. Vous voyez ici ce que ça donne en façade. Ensuite, vous avez ici une des salles condominiales de l'intérieur. Ce qui est spécifique à cet étage, et en particulier aux salles condominiales et à tout le 4e étage, c'est qu'il s'agit d'une occupation, comme Caroline l'a raconté ce matin, une occupation par filiation, c'est-à-dire que la famille s'élargit, du coup, on ne veut pas quitter le lieu, du coup, on occupe les espaces. Ensuite, vous avez ici, pour que la famille puisse continuer ses rapports de sociabilité, d'entraide, voilà. Ici, oui. Vous avez ici aussi tous les autres types de redéfinition des espaces qui sont très importants parce qu'on voit que les habitants ont fait face au gigantisme du projet pour redéfinir des espaces qu'ils pouvaient gérer. Donc, par exemple, on a une gestion qui devient effectivement par tranche, comme Fiorentino l'avait proposé, mais comme il n'avait jamais été finalement activé. Et puis, une réappropriation qui est une domestication de ces grands couloirs qui fait du coup 1 kilomètre et qui est du coup redécoupé en tranches beaucoup plus courtes. Je vais rapidement pour venir aussi à cette image qui raconte... Très rapidement. Oui. Aussi le fait qu'on... Donc ça c'est pareil, c'est des délimitations des espaces gérés par les habitants. Et puis vous avez aussi toute une question relative à cette multiplication d'espaces que Fiorentino avait proposé pour la sociabilité ou pour la production d'une société et qui en fait n'ont jamais été activés selon le programme, mais activés enfin une dizaine, une quinzaine d'années après par les habitants eux-mêmes. Là, c'est toute une série de services qui ont été autoproduits par les habitants dans des espaces qui avaient été pensés pour certains services, mais qui étaient restés complètement vides. La boxe, etc. Le tango. PH. Et le PH. Et là, les jardins. Alors, pour la conclusion, ce qui nous paraissait important, oui, c'était de s'interroger sur la question de cet entre-deux. En fait, qu'est-ce que Corviale nous raconte sur l'histoire de l'entre-deux ? Finalement, on voit très bien que Enfin, on voit très bien. Nous, on le voit très bien. On ne l'a peut-être pas très bien expliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche des habitants, qui ne sont pas tous d'accord, il y a beaucoup de conflits internes, il y a des accusations réciproques, les habitants illégitimes du 4e étage qui sont accusés par les habitants légitimes du reste du bâtiment. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des entre-deux, mais cet entre-deux, il n'est pas seulement défini par l'espace disponible, il est aussi défini par le non-fini du projet, donc le fait que le projet n'a pas été finalement terminé a donné lieu à des réoccupations et prise en charge des habitants. Il y a l'entre-deux spatial, bien évidemment, mais il y a aussi l'entre-deux temporel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'on passe d'une idéologie à une autre et que cette idéologie de la communauté possible, finalement, n'a plus lieu d'être. Entre les années 60 et les années 80, on tombe sur une idée de famille et de gestion de la vie quotidienne totalement différente. On peut se payer les biens pour avoir une vie familiale restreinte. Et du coup, par exemple, les laveries collectives qui étaient prévues aux étages n'ont jamais été utilisées, elles ont été juste détruites sur le toit du bâtiment. Et puis cet entre-deux institutionnel et de gestion, qui nous paraît quand même une spécificité italienne, qui du coup crée cet abandon là aussi de l'État, mais aussi cet ajustement entre des occupations illégitimes, enfin en tout cas des revendications d'occupation, et puis les systèmes d'attribution qui est tellement lent que les habitants décident d'occuper eux-mêmes le bâtiment et le gérer à leur gré. Merci. Merci pour cette dernière phrase qui avait au moins 20 points-virgules pour ne pas faire plusieurs phrases. D'abord, je vais commencer par une petite question. C'est juste pour voir un petit peu. Qui est déjà allé en Bulgarie ici? Levez la main. Qui est déjà allé en Bulgarie? 1, 2, 3. Wow, moins de 10 personnes, mais quand même, c'est déjà pas mal. Généralement, quand je pose la question, il y a une main qui se lève dans la salle, donc c'est rassurant. On a déjà 5 personnes. Donc, mon intervention s'intitule « Les micro-rayons bulgares, le cas de Varna ». Pour aller très vite, pour vous resituer un petit peu, on va partir sur une petite partie introductive, puis après, description de ce qu'est un micro-rayon, pour resituer un petit peu le contexte. Et après, nous irons directement sur la ville de Varna, que j'ai étudiée dans le cadre de ma thèse, pour vous parler un petit peu de la planification du territoire. Et aujourd'hui,
dans le cadre d'un tout petit quartier qui s'appelle Trochevo, ce que cette planification a permis de construire et ce que les habitants en font aujourd'hui. Donc très rapidement, comme on l'a dit, je suis doctorant en architecture en 3e année, donc là je suis en train d'écrire ma thèse, architecte diplômé d'État et enseignant ville et territoire. Dans le cadre de l'enseignement, je suis amené à diriger des mémoires de master et aussi des projets sur la Bulgarie, mais aussi sur le terrain toulousain. Donc là je reviens par exemple d'une mission à Plovdiv. Pour vous situer très rapidement, la Bulgarie aujourd'hui, c'est un des anciens pays du ce qu'on a appelé le bloc de l'Est. Elle ne fait pas partie officiellement de l'ex-URSS, mais faisait partie des démocraties populaires alliées. Aujourd'hui, la Bulgarie est décomposée en un réseau de villes archipels, commandé par la capitale de Sofia, puis par la ville de Plovdiv et la ville de Varna. On a donc un réseau de villes qui se réclament toutes capitales de quelque chose. Sofia est la capitale administrative, Plovdiv est la capitale de la culture pour 2019, et Varna, pour 2017, est la capitale de la jeunesse. Donc on a déjà une concurrence entre des villes et des aires urbaines qui sont très marquées pour le titre de capitale. La Bulgarie au maximum faisait 9 millions d'habitants et depuis le milieu des années 80, un petit peu avant la chute de l'Union soviétique, on voit que la Bulgarie entame une longue décroissance démographique qui va la mener en 2050 à perdre, on va dire, plus d'un quart de sa population. Donc on va passer d'un pays de 9 millions d'habitants, qui fait à peu près la taille de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon réunis, à un pays qui va faire 5,2 millions d'habitants. Donc on est dans une décroissance qui est extrêmement forte, qui est la plus forte d'Europe, et peut-être dans le top 5 de ce qu'on a dans le monde en termes de décroissance après le Yémen. Mais la Bulgarie, c'est aussi un passé très riche, puisqu'on part des premières villes ottomanes qui ont été bâties sur les villes thraces et les villes romaines, aux premières villes modernes, après l'indépendance de la Bulgarie en 1878. Puis après, en 1944, l'application des principes de la ville communiste, donc toutes ces recherches menées par des architectes communistes appuyés par des architectes soviétiques sur comment on développe des micro-rayons et comment on développe cette ville idéale pour l'homo communistus. Et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle la ville post-communiste, ou plus généralement dans le secteur des sciences sociales, les villes post-socialistes, qui est un terme plus général, où depuis 1991, on a un long processus de désindustrialisation, de privatisation des espaces, de touristification des centres-villes, puisque l'un des meilleurs moyens de gagner de l'argent après une économie en berne, c'est encore de valoriser le tourisme. Mais on a aussi des processus de gentrification des anciens faubourgs, de ghettoisation, puisqu'il y a énormément de minorités en Bulgarie qui sont aujourd'hui parquées dans des quartiers totalement laissés à l'abandon, et un phénomène de suburbanisation. Il y a un apartheid social, mais aussi financier qui est très fort, donc les riches vont s'installer dans les périphéries, tandis que le reste des habitants, ne pouvant bénéficier d'une mobilité sociale forte, restent dans les micro-rayons. Ma problématique, telle que j'ai été amené à la définir dans ma thèse, c'était comment définir des programmes de réhabilitation participative des héritages modernes en Bulgarie. J'ai été amené à formuler l'idée que ces héritages-là, construits durant la période communiste, pouvaient devenir des patrimoines, si on se mettait à les regarder un petit peu autrement. Et pour les regarder autrement, je me suis posé la question de savoir déjà quelle était leur histoire, mais aussi comment les habitants aujourd'hui se les approprient et les transforment. Donc, ça, je ne vais pas passer dessus très longtemps, puisque ce n'est pas le nœud du problème. Mais je vais m'intéresser maintenant à ce que c'est qu'un micro-rayon. Alors, le micro-rayon, tel que je le définis dans le cadre de ma problématique, il a des précurseurs à la fois russes, mais aussi des précurseurs américains et aussi ouest-européens. Donc là, je suis reparti dans les années 30, le début des avant-gardes russes, qui ont été après liquidées par Staline. Donc le micro-rayon, ou plutôt le gylo-rayon, qui est sa version plus grande, était déjà développé dans les années 20 et les années 30 en Russie. Jamais appliqué, puisque les constructivistes ont été dissous dans les années 30, mais déjà cette idée de construire des grands ensembles apparaît déjà dans les années 30 en Russie. Sur des questions purement pratiques, la préfabrication du logement, elle arrive en Union soviétique avec les procédés d'Albert Camus, mais aussi les procédés Renaud Camus et Albert Kahn, je confonds à chaque fois le philosophe et l'ingénieur. Albert Kahn, qui était l'architecte de Détroit, qui a importé en Union soviétique de nombreux procédés de préfabrication. Donc aujourd'hui, ces gylo-rayons, ces immeubles préfabriqués, sont à la fois les héritiers des architectes américains, des ingénieurs français et des constructivistes russes.
À partir de décembre 1954, après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev, en Union soviétique, fait un discours qui aura un retentissement assez grand dans toutes les démocraties populaires d'Europe de l'Est, à savoir l'édification de nouvelles orientations pour la construction de masse. L'architecture stalinienne, celle du réalisme socialiste, a fait son temps. Il est temps de passer à une étape supérieure de construction du socialisme réel, et pour cela, on va construire de l'architecture préfabriquée. Coup de bol, en Europe de l'Ouest, à ce moment-là, on développe des procédés de préfabrication, et comme l'Europe de l'Ouest a encore des contacts avec l'Union soviétique, c'est l'occasion de développer des partenariats technologiques, commerciaux, permettant de développer une architecture à grande échelle pour reconstruire dans l'après-guerre. Donc Nikita Khrouchtchev, durant son discours, dit que finalement, l'idée c'est de travailler sur un très petit nombre de typologies pour aller plus vite, plus loin, et construire les grandes villes du socialisme du XXe siècle. Donc on arrive à des échelles urbaines planifiées à outrance. On planifie à l'échelle nationale, la Bulgarie étant passée sous contrôle communiste, on planifie à l'échelle nationale et on développe par région, puis par ville, puis par quartier, les nouveaux espaces du communisme. Donc on en arrive à des projets types pour une architecture socialiste par la préfabrication de masse, une traversée des échelles en matière d'équipement, donc des petits jeux pour enfants dans les entrebars jusqu'au lycée des Gilles Aurillon. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malgré les effets d'annonce disant que le communisme va construire les espaces de demain, on s'aperçoit que ces Gilles Aurillon aujourd'hui sont incomplets. Il manque généralement 90% des équipements qui avaient été prévus. Je reviendrai un petit peu sur ça tout à l'heure. C'est essentiellement un problème de financement dû au fait que on va dire que l'économie était surtout centrée sur la production de logements. L'équipement était financé par l'État. Et là, ça pose problème puisque les finances des États communistes à cette période-là sont balbutiantes. On en arrive donc à des projets modernes qui sont avortés, à peine construits, déjà oubliés. Aujourd'hui en Bulgarie, si je vous parle du micro-rayon de Liouline, si je vous parle du micro-rayon de Trochevo, ça ne fait image à personne. Par contre, si je vous parle du monastère de Rila, qui est un monastère perdu dans les montagnes de Bulgarie, ça, pour ceux qui sont allés en Bulgarie, ça pourra vous parler. Aujourd'hui, ces projets-là, qui sont construits, qui sont habités, sont totalement oubliés. Et il n'y a, on va dire, que très peu de politiques urbaines et encore moins de politiques patrimoniales qui sont menées sur ces territoires-là. Aujourd'hui, ils sont totalement oubliés, laissés à l'abandon et laissés au bon vouloir des habitants. Pour venir maintenant sur la question de Varna et sa planification. Donc Varna, c'est la ville la plus à l'est de la Bulgarie, située au bord de la mer Noire. C'est une ville qui est passée par plusieurs étapes. Elle était autrefois une colonie grecque. Elle est passée sous contrôle thrace, elle est passée sous contrôle ottoman. Et après, petit à petit, elle est devenue la ville qui allait devenir le fer de lance de l'architecture balnéaire bulgare. Donc très tôt, cette ville-là devait et doit être aujourd'hui une ville balnéaire. Donc pour aller très vite, la période de laquelle je vais parler, c'est la période qui va de 1964 à 1989, à savoir l'ère des Gilles Aurillon, au moment où on se met à faire de la préfabrication lourde. Donc on sort de l'architecture de briques et de la petite architecture de béton, des Khrouchtcheva, et on va directement sur de l'architecture en panneaux préfabriqués de 9 étages minimum, et après en architecture de béton banché à 16 étages pour les plus grandes tours. Et je vais parler plus particulièrement de celui de Trochevo, qui a sa date de construction en 68 et se termine en 75. Donc, Varna, comme de nombreuses villes d'Europe de l'Est à la fin de la guerre, se voit renommer Staline. Donc, vous verrez ça souvent sur les pays d'Europe de l'Est. Beaucoup de villes ont été renommées Staline en l'honneur du grand leader suprême. Je parle sous contrôle de mes camarades russes. On arrive en 1953 et 1956 à une période charnière, mort de Staline, rapport de Khrouchtchev sur la construction. Il faut développer tout de suite de nouveaux plans. On ne peut pas rester avec les anciens plans de planification. Il faut tout de suite développer les prémices de ce qui va être l'architecture de masse. Donc on demande à un architecte qui s'appelle Kirill Yaremov de développer 2 plans. Un plan juste avant la mort de Staline et, pour faire bonne mesure, un plan juste après la mort de Staline, puisqu'on ne doit pas rester sur la même ligne du parti. Donc le plan de Yaremov, les 2 plans de Yaremov, prévoient l'extension de la ville sur sa partie nord et plus particulièrement le long de la ligne de crête. L'idée, c'est de construire des quartiers indépendants les uns des autres, qui soient capables d'être totalement autonomes et gérés avec leur propre système d'équipement.
L'idée, c'est, dans l'architecture communiste, de ne plus dépendre du centre-ville, mais d'avoir des quartiers entièrement fonctionnels, autonomes, quitte à être autarciques. En 1964, l'État bulgare publie un schéma qui sera peut-être le schéma le plus important de la Bulgarie dans le milieu du XXe siècle. C'est celui de la planification de la mer Noire. À partir de 1964, c'est-à-dire à peu près 10 ans après le rapport Khrouchtchev, la Bulgarie est prête, avec ses usines, à produire des panneaux. La Bulgarie a mis 10 ans entre la construction des usines et la sortie des premiers panneaux préfabriqués pour pouvoir développer les premiers gilets-rayons. Donc entre l'effet d'annonce, ça y est, on va construire des panneaux préfabriqués, et la réalité, il se passe 10 ans. C'est le temps que l'information se transmette et que tout se mette en place. Le schéma de 1964, il exige que l'architecture exceptionnelle soit réalisée le long de la mer Noire pour avoir un effet de façade. L'idée, c'est de montrer les façades du socialisme et de montrer à quel point l'architecture est d'avant-garde. Par contre, tout ce qui est préfabrication lourde, standardisée, un peu monotone, doit se passer derrière la façade. On est sur un système où tout ce qui est exceptionnel doit être visible pour le public. Par contre, tout ce qui est gilet-rayon, logement et autres doit être fait dans l'arrière-pays et de manière la plus discrète possible. Donc à Varna, il y a 2 périodes. Première vague de construction de 65 jusqu'à 85. On construit les premiers gilet-rayons le long de la ligne de crête. Et la seconde vague, qui correspond plus à ce qu'on appelle le postmodernisme bulgare, arrive en 85. Et là, on a un retour de l'architecture préfabriquée dans le centre-ville. Dans les années 80, le plan Yaremov ne suffit plus à rendre compte de l'état des constructions. Et l'architecte Boytchev est commandité pour établir un nouveau plan de Varna. Malheureusement, le plan lui-même est toujours en retard par rapport à la réalité et ne prévoit pas en fait l'extension de la ville sur les 20 prochaines années. Donc en fait, le plan ne fait qu'un état des lieux et on n'arrive pas à rattraper l'urbanisation qu'on a nous-mêmes enclenchée. En 91, après la chute du Parti communiste bulgare, le plan qui est proposé ne fait encore une fois qu'un état des lieux. Donc on est toujours, en termes de planification, à partir des années 80, à la traîne par rapport à ce qu'on prévoit et à ce qui est. Aujourd'hui, la ville de Varna, si vous regardez les cartes touristiques, vous avez ça, c'est-à-dire un tout petit bout de ce qu'est la ville de Varna, et essentiellement la partie centre historique. Toute l'activité et tous les projets urbains se sont recentrés sur la côte, et plus particulièrement sur le centre historique. Comme l'économie est en berne, il faut valoriser le tourisme, c'est ce qui rapporte le plus d'argent le plus rapidement possible. Donc on a une pression foncière et immobilière qui est très très forte sur le centre-ville et sur le développement des activités balnéaires. Par contre, tout ce qui se passe en dehors de ce petit cadre noir qui correspond en fait à la carte touristique, c'est ce qui a été construit pendant la période communiste. Et aujourd'hui, ces territoires-là n'apparaissent pas dans les plans, et dans les master plans. Il n'y a aucune stratégie territoriale sur ces ensembles-là. Ils sont totalement laissés à l'abandon. Et moi, je vais m'intéresser aujourd'hui à ce petit carré bleu qui se situe juste après le cimetière de Varna et après la limite des anciens faubourgs et qui s'appelle Trochevo, du nom d'un petit village qui existait avant que les communistes n'arrivent. Donc Trochevo, de la planification à l'appropriation. Donc on est dans un micro-rayon qui est situé en périphérie des anciens faubourgs. C'est un ancien village qui a été construit autour de petites manufactures de briques. Donc le village en lui-même est construit des briques qui sont récupérées par les habitants dans les manufactures dans les années 30. Et le reste des habitants qui ne travaillaient pas dans la manufacture travaillaient dans les champs et faisaient de l'élevage. Donc on en a encore des restes aujourd'hui. Le petit ensemble dont je vais parler a fait l'objet d'une planification initiale en 1968 qui correspond en fait au bâtiment que vous voyez en partie nord. Et il y a eu un rajout dans les années 80 qui est la barre la plus au sud, qui est une typologie qui a été développée dans les années 80. Ce micro-rayon a été développé par un ensemble d'entreprises d'État qui avaient la possibilité, durant la période communiste, de planifier et de faire construire des logements pour leurs ouvriers. Donc là, on est sur une construction faite par des entreprises d'État. Donc l'entreprise demande à la municipalité si elle a le droit de construire sur ces terrains, puisque tout le territoire est collectivisé. L'entreprise demande à ce que la mairie lui livre les terrains, elle propose un projet là-dessus, et ils peuvent construire. Donc, après les entretiens qu'on a fait avec les ouvriers qui vivent encore sur ce terrain-là, il apparaît que
les ouvriers construisaient les premiers bâtiments, emménageaient dedans et construisaient le reste. Il faut savoir que les seules choses qui ont été construites, ce sont les bâtiments. L'espace public a été fait après. Le plus souvent, les autorités laissent emménager les gens à l'intérieur des appartements et le reste, ils se débrouillent. C'est-à-dire, ils font vraiment le service minimum. Généralement, les appartements sont à finir soi-même. Ils sont, je crois que l'appellation exacte, c'était appartements laissés libres et finitions faites par l'habitant. Généralement, les finitions, c'est pas la peinture, hein. C'est les gaines, l'ensemble des fluides, le réseau électrique, la ventilation. Donc c'est plus que les finitions. C'est carrément tout le second œuvre qui est laissé au bon vouloir des habitants. Aujourd'hui, il y a un véritable morcellement de l'espace public. Après 91, la rétrocession des terres fait qu'il y a une promotion immobilière sauvage sur ce territoire-là. Et on s'aperçoit que de ce micro-rayon-là, assez vide, aujourd'hui, de nouvelles constructions sont apparues, à savoir un casino, une cellule de dégrisement, puisque du coup la police a exigé qu'à côté de la prison qui est plus au nord, soit construite une cellule de dégrisement, mais aussi des petits ensembles, je ne sais pas si on peut le voir ici. Là. Ici a été construit ça devait être un restaurant, mais il a été totalement abandonné suite à la pression des habitants. Et en orange, vous avez l'emplacement des anciennes manufactures qui ont été remplacées un petit peu avant 2009 par des grands malls commerciaux. Donc on a cet espace public-là qui est aujourd'hui de plus en plus morcelé et qui vient directement empiéter sur les espaces de vie des habitants. Ces espaces publics, aujourd'hui, ils ne sont pas vides, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant ce plan. Ils sont aujourd'hui appropriés par les habitants. En Bulgarie, il faut savoir que 90% de la population est propriétaire de son appartement. Les escaliers sont en responsabilité partagée, donc c'est les personnes qui habitent sur un même palier qui se partagent la responsabilité du palier de la cage d'escalier. Et l'espace public appartient à la mairie, mais le problème, c'est que comme la mairie n'a pas les moyens ni la volonté d'intervenir sur l'espace public, les habitants ont profité du laisser-faire laissé par la municipalité pour pouvoir intervenir eux-mêmes sur l'espace public et le rénover. En l'absence de contrôle, les habitants prennent leurs aises, ils prennent la place et ils investissent les entrebars. Ceci amène à la conception de toutes sortes de typologies d'appropriation, à savoir du mobilier réalisé par les habitants, des places de stationnement sauvages, puisque les places de stationnement n'ont pas vraiment été prévues, ou du moins les autorités n'avaient pas anticipé un développement aussi rapide de l'automobile. Ce sont aussi des tableaux d'affichage avec les réglementations sur les nouvelles copropriétés, des paliers d'escalier qui sont aujourd'hui appropriés par les habitants, des rez-de-chaussée qui sont transformés en commerce, mais aussi des devants d'immeubles transformés en jardins. Les Bulgares ont une culture de l'art floral et du potager qui est assez ancrée encore chez les personnes qui ont plus de 50 ans. Ce qui fait que cet espace public qui semblait très sec est aujourd'hui approprié par les habitants. Ils cultivent des fleurs, pas des légumes. Les légumes sont cultivés dans l'arrière-pays, dans les résidences secondaires. Et on a aussi toute une série d'appropriations en façade, balcons modifiés, extensions, ou tout simplement système de fermeture en façade. Donc à l'image de ce qu'on a vu dans beaucoup de micro-rayons et autres, et même dans l'exemple des KTT, les habitants profitent de leur droit de propriété sur les immeubles et de l'absence de réglementation sur les façades pour pouvoir intervenir directement sur les balcons, refaire l'isolation, que ce soit pour un appartement ou concerté à plusieurs appartements, fermer les balcons, étendre les cuisines, étendre même les chambres, et donc de profiter de l'ossature des immeubles communistes pour pouvoir s'étendre. Dans l'espace public, on voit encore aussi d'autres types d'appropriations qui vont plus loin que simplement des jardins ou des devants d'immeubles. On a aussi des habitants, ouvriers, anciens ouvriers des entreprises qui ont construit ces bâtiments-là, qui sont venus directement intervenir en créant des cabanes. C'est toléré par la mairie. De toute façon, la mairie n'a pas les moyens ni l'envie de se mettre à dos ses habitants. Donc, les habitants peuvent directement construire des cabanes et se réunir pendant l'été et pendant l'hiver à l'intérieur. Aujourd'hui, ce quartier-là, qui a été construit pendant la période communiste, est aujourd'hui totalement approprié. Il est difficile de voir ce qui appartenait autrefois, enfin le bâtiment tel qu'il a été à l'origine. De nombreux habitants sont venus directement plaquer de l'isolation par l'extérieur et même parfois à l'intérieur dans les appartements. Donc on a aujourd'hui
une sorte de village à la verticale qui se déploie sur tout le micro-rayon de Trochevo, que ça soit directement sur les façades ou dans les entrebars. Ça donne ceci sur les façades. La photo d'en haut, c'est la façade sud, et en bas, c'est la façade nord. Donc on voit toute la série des appropriations réalisées par les habitants, que ce soit des systèmes de fermeture ou tout simplement la rénovation des balcons. En intérieur, même chose, l'appropriation par les habitants déborde parfois sur les balcons. Donc là, par exemple, alors pas dans celle-là, mais surtout dans celle-là, la cuisine, ici, a été étendue sur les balcons avec un nouveau système de fermeture, avec des systèmes de ventilation. Donc directement, les cuisinières, mais aussi le frigo, là qu'on voit à peine à gauche, ont été mis directement sur les balcons pour pouvoir étendre la cuisine, qui font généralement moins de 4 mètres carrés. Donc, ils profitent du fait que les balcons soient laissés disponibles pour pouvoir s'étendre. Ceci nous a amené à dire que finalement, sous le béton pourri, il y a la vie quand même. On voit que dans ces quartiers-là, on a une articulation des consensus entre le privé et le public, mais aussi entre les habitants eux-mêmes dans la gestion des espaces publics, dans la gestion des communs et dans la gestion des espaces privés. Qu'on a une esthétique sociale qui apparaît suite au bricolage permanent de l'espace. On répare l'espace, on répare les immeubles, vu que la municipalité ne s'en occupe pas. Donc on fait en sorte de maintenir en état ces immeubles-là. Mais c'est aussi une situation à double tranchant. On valorise l'initiative privée, mais en même temps, le problème, c'est que les habitants sont laissés à l'abandon. Ceci nous a amené en novembre 2015, avec les étudiants de l'école d'architecture de Toulouse et aussi l'entreprise Veolia Énergie Varna, qui s'occupe du chauffage collectif à l'intérieur de ces immeubles, à établir des préconisations, à établir des ateliers de concertation pour développer un programme financé par l'Union européenne de rénovation de ces micro-rayons. Donc on a mis en place des ateliers de concertation, un partenariat public-privé avec l'ambassade de France, Veolia et la municipalité de Varna. Donc l'enjeu, c'était de parvenir à créer les premiers syndicats de copropriété à Varna, de faire signer un contrat aux 11 immeubles qui se trouvaient sur le site et d'entamer un processus concerté de rénovation où les habitants n'auraient rien à payer et où c'était l'Union européenne qui donnait l'argent. Le programme était prêt à être signé, donc on avait tout développé pendant 1 an. Et au final, la municipalité, qui était très réticente au départ à l'idée de lancer un programme comme ça, a décidé de se retirer du projet. Donc tout le projet était prêt, tout était prêt à être signé. Et au dernier moment, la municipalité nous a dit hein, « Vous comprenez, c'est compliqué, hein, parce que voilà, nous, l'enduit, on ne sait pas s'il doit être rose, s'il doit être jaune, si on doit le faire vert, parce que vous comprenez, c'est important. En face, on a un centre commercial quand même. Donc on a eu beau leur expliquer que c'était pas un problème de couleur d'enduit, mais plutôt un problème de chauffage, d'isolation, d'extension des façades. Ils nous ont dit « Ah non, mais ça, de toute façon, on n'aura pas l'argent, donc allez-vous-en ». Donc 1 an de travail fichu à la poubelle, mais au moins ça a permis de développer un débat en Bulgarie, à Varna, mais aussi à Plovdiv, puisqu'on a réitéré l'opération à Plovdiv, sur la rénovation de ces grands ensembles-là. Aujourd'hui, comment réintégrer le devenir des micro-rayons et plus généralement de l'héritage moderne dans les politiques urbaines varniotes, sachant que le blocage n'est pas auprès des entreprises ni auprès des habitants, et il est auprès du politique. Je vous remercie.